Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Garage, l'émission de tous les moteurs de Watch TV que j'ai l'honneur et l'avantage de présenter avec l'ami Driss Abdi. Salut Driss. Salut Alex, tu nous as mis encore une belle chemise. Eh oui, t'as vu, je trouve, comme la dernière fois, je trouve que ça manque un peu d'éclairage, donc j'apporte un peu de couleur et de lumière. Prêt pour une heure d'émission ? Prêt, surtout pour toi, parce qu'on va parler de moto ce coup-ci. On va parler moto et du salon de Milan. D'ici là, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les épisodes du Garage sur le site watch.tv, vous abonner au podcast iTunes, c'est entièrement gratuit, télécharger les applications Windows, Android et que vous pouvez également nous suivre sur les canaux de la Freebox 154 et de la box de SFR 178. Très bientôt également la B-Box de Bouygues Télécom, canal 127. 13 novembre, donc c'est pour demain. Et vous pouvez également nous suivre sur Twitter avec le Garage Watch et le hashtag le Garage Watch pour poser vos questions pendant l'émission. On va retrouver l'ami Laurent Sanson qui nous reçoit chez lui à Wavrin. Salut Laurent. Salut Alex, salut Driss. Laurent Sanson, Automag Info. Sous le soleil. Voilà, bah écoute, on a du soleil ici aussi. On va se retrouver en fin d'émission pour parler de l'Audi Endurance Experience et de l'essai du BMW X6 qu'on fera avec, si on arrive à le rejoindre d'ici là, l'ami Vincent Beaucousin-Jamelin de Yahoo Auto. Yahoo, site dont maintenant nous sommes partenaires pour cette émission, donc vous pouvez également retrouver, dernière bonne nouvelle, le garage sur Yahoo. Eh ben écoutez, je vous propose qu'on fasse une petite pause de 3-4 secondes et on se retrouve tout de suite. Messieurs, donc, il va bien falloir que je m'y fasse. On va parler de roues pendant une bonne petite partie de l'émission. Hein. Et moi, Alexandre, alors, je parle pas avec vous tant que vous avez votre col qui fait des trucs comme ça. Alors, la dernière fois, c'était ma chemise. Maintenant, c'est mon col. Voilà, c'est toujours pas possible, ça. Ça, c'est pas possible. On va y arriver. Bon, alors, il y avait beaucoup de motos apparemment à Milan cette année. Alors, je me suis essayé de dire, alors, à Paris, on a le mondial de l'auto qui est le salon record pour l'automobile et même le salon record de tous les salons. Milan, c'est le plus gros salon de la moto dans le monde, si j'ai bien compris. Ouais, et puis surtout c'est énorme même en superficie. Moi j'ai été surpris, c'est la première fois que j'allais à l'EICMA et j'ai été vraiment surpris de voir effectivement l'immensité des halls et puis surtout les distances qu'il faut parcourir pour aller d'un hall à l'autre. C'est vraiment colossal. Donc c'est comme à Paris en fait. Il y a autant de halls, d'exposants. Alors j'ai vu... le salon, il dure pas très longtemps, il dure quoi, 4-5 jours, et il y a 600 000 visiteurs qui se baladent dans les salons, sans compter les professionnels. Je trouve ça, c'est incroyable. Moi. C'est une semaine sans les journées presse. Hein. Ouais. Donc, bon, ça fait quand même un petit peu plus de temps. Fort heureusement, parce que déjà, dès le deuxième jour, en réalité, c'est encore une journée presse, mais c'est aussi une journée, c'est un peu comme à Paris, hein, où on fait un peu venir aussi les concessionnaires, et puis les copains aussi, surtout, il commence à y avoir de la poussette et tout ça. Et là, ça devient très très compliqué pour voir les motos, même pour les journalistes. Alors, par contre, on commence, il y en a beaucoup, il y en a au moins je t'ai demandé une liste des choses qu'il fallait voir, tu m'en as donné un annuaire. J'ai fait une toute petite liste et c'est énorme. Alors voilà, il y a une nouveauté qui pourrait faire un carton et détrôner un autre italien, qui était le MP3, qui était la star, on va dire, des villes en Europe et même beaucoup à Paris. Et alors là, on passe de 3 à 4 roues avec un engin qui s'appelle le Quadro Quattro. C'est ça ? Quadro 4. Quadro c'est la marque, Quattro c'est l'engin. On avait déjà parlé du Quadro S il y a quelques mois dans le garage. Je crois que c'était au moment du salon de Paris, qui était un 3 roues. Et là donc la marque sort le premier 4 roues, scooter 4 roues au monde. Ce qui est surprenant, c'est qu'en réalité Quadro c'est issu d'un studio de design en fait italien, s'appelle Marabese Design, et qui à l'origine a créé le MP3
Et on n'en a pas voulu. Et puis finalement, on est allé le rechercher dans les tiroirs. Ça a fait le carton qu'on connaît aujourd'hui. Et puis ils se sont dit, après tout, nous, on a encore plein d'autres idées. On va créer une nouvelle façon de mettre 2 roues à l'avant. Et puis tant qu'à faire, on va en mettre 2 à l'arrière. C'est comme ça qu'ils se sont fait connaître au départ. Mais pour des raisons purement commerciales, il valait mieux pas trop brusquer les gens. Et puis c'était peut-être plus compliqué à mettre en œuvre industriellement parlant. Ils ont d'abord lancé un 3 roues, qui est donc le 350S, qui est plutôt très convaincant. D'ailleurs, ça commence à très très bien se vendre en France. C'est un vrai concurrent à Peugeot et le Metropolis et à Piaggio. Et là, donc, ils vont sortir le 4 roues avec lequel ils se sont fait connaître au départ. J'aime autant vous dire, je sais pas pour Driss, mais enfin, moi, je suis extrêmement pressé d'essayer ça, parce que d'avoir 4 roues qui s'inclinent comme un 3 roues, ça promet, à mon avis, de belles courbes, de belles inclinaisons et pas mal de sécurité. Ouais. Alors, je sais pas si on va pouvoir voir les images, mais effectivement, c'est assez impressionnant. On voit, on reprochait à ces engins-là de pas pencher, mais là, le quadro, on va le voir là sur les images. Non seulement ça penche, mais alors en plus, ça passe partout. Ça descend les escaliers. C'était pendant le salon, il y a pris une petite démo au lancement de l'engin, et on va le voir évoluer. Voilà, autour là, il est genou au sol. Ça prend de l'angle. Ouais, puis on peut même poser la main par terre. Enfin, mais bon, ça, attention, ça c'est quand même le pilote de chez Quadro. Ouais. Je pense pas que tout le monde soit capable de le faire tout de suite. Il va descendre des escaliers. Voilà, ça a l'air assez maniable. Ça a l'air plutôt convaincant, franchement très convaincant même. Et puis je pense que ça, c'est vraiment le lien, c'est le chaînon manquant encore entre ceux qui veulent un 2 roues, entre guillemets, pour circuler le matin, faible encombrement, facilité de se garer, et puis la voiture. Je pense que ça, il y a encore des gens qui sont un peu effrayés par le MP3. Je pense que là, ils vont finir par être convaincus. Ouais. Alors, il y a 4 roues, comme une voiture. Ça se conduit comme un gros MP3 avec un permis voiture, ou il faut un permis moto ? C'est compliqué à dire. On n'a pas encore les homologations. Ouais. Non, ça va être la même chose que pour le 3 roues. Théoriquement, ce sera comme pour le 3 roues. Oui. Il te faudra un permis auto de plus de 2 ans, si je ne m'abuse, et la formation de 7 heures. Ouais. D'accord. C'est motorisé comment ce quadro, on sait déjà ? Exactement le même moteur que sur le 350. D'accord. C'est-à-dire effectivement quelque chose qui s'approche de 350 cm3. C'est pas extrêmement puissant, pour être honnête. Ça doit faire dans les 30 et quelques chevaux. C'est pas monumental, mais ça suffit largement pour se déplacer. 30 chevaux, c'est ce que j'ai vu sur la fiche. Ça a été quand même un petit peu revu. On peut aller un petit peu plus loin dans les tours pour compenser un petit peu le gain en termes de poids. 50 kg de plus que le 3 roues. Donc il fallait... C'est normal, 2 roues à l'arrière. Par contre, ce qui est super, c'est qu'on a un coffre immense entre les 2 roues à l'arrière. Ça va vraiment être un engin. En tout cas, c'est un engin assez enthousiasmant sur le papier. On a une idée du prix de cet engin. Ça va pas être donné. Un MP3, c'est déjà pas donné. On sait déjà ou pas ? On estime que ça sera entre 10 et 11 000 euros. Il n'y a rien de très précis. Quand même. Par contre, ce qu'on sait, c'est que ça sortira en mars 2015. Mars 2015 pour ce scooter à 4 roues. Driss, on va enchaîner avec quoi là ? Dis-moi tout. On enchaîne avec le RC213V de Honda. Alors ça, j'ai l'impression que c'est un gros machin. Un gros dans tous les sens. C'est un gros machin. Ouais, non, c'est pas. Enfin, oui et non. Disons que c'est une. À mon avis, c'est ce qui a fait quasiment le plus sensation. Pendant ce salon. C'est un véhicule assez impressionnant. C'est la version, je dirais, street légale de la moto de Marquez, Marc Marquez, 2 fois champion du monde en moto GP. C'est une version donc de route. On a très peu d'infos pour le moment sur cette moto. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'elle est juste magnifique. Quand on la voit de près, c'est très impressionnant. On voit la qualité des matériaux employés. C'est pratiquement full carbone partout. On voit une fourche inversée avec une... C'est pas celle-là. Non, voilà, c'est celle-là. On voit une fourche inversée avec une jolie petite bonbonne de gaz en bas, sigle Öhlins pour pas les citer, des freins Brembo. On sent que là, il y a du matériel et que ça va pouvoir, à mon avis, faire du mal à toutes les autres hyper sportifs qui sont en ce moment sur le marché. Enfin, sur le papier, parce que les prix, quelques indiscrétions quand même ont filtré pendant ce salon EICMA. Et les indiscrétions, c'est pour cette RC 213V, donc on serait à peu près aux alentours de 200 000 euros, 213 exemplaires. Ah bah la Mi-Dual type 1 dont on a parlé il y a quelques mois. C'est juste une blague. Voilà, c'est une blague. Puis moi, je me dis, vu que c'est une 213, on aurait pu aller jusqu'à 213 000 euros. Oui, 213 exemplaires, 213 000 euros. Moi, je trouve que ça aurait claqué. Mais pour l'instant, le prix n'est pas fixé. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a retrouvé Vincent Beaucousin. Salut Vincent, comment vas-tu ? Salut Alex, salut tout le monde. Ça va. Alors, t'as suivi là, on était sur la Honda 213V.
RC213V, toi aussi, ça fait partie des choses qui t'ont marqué sur ce salon, que tu as suivi avec attention? Ah oui, parce que Honda, c'est quand même dans l'histoire quelques machines à chaque fois comme ça. On peut se souvenir de la NR750 et de ses fameux pistons ovales il y a plus de 20 ans. Donc Honda a vocation à faire des machines de rêve, des machines très exclusives, vitrine technologique de la marque. Eric l'a très bien dit, c'est une réplique du MotoGP, même si c'est une 800 cm3 et on sait que les MotoGP maintenant c'est plutôt des 1000. Quoi qu'il en soit, oui, c'est une fabuleuse moto. Driss, sur cette moto? Moi, ce qui m'impressionne, c'est le look de la moto. Ah ouais. Ça a quand même un côté très rétro, si ce n'est pour les optiques à l'avant. Mais sinon, quand tu regardes... le réservoir plat, là, comme ça, c'est très rétro, c'est très sympa. Ça va complètement à l'encontre de tout ce que font en ce moment les autres, à mon avis, en matière d'hypersport. On n'est pas du tout dans une R1, enfin sur une R1 ou sur une, je sais pas, une Panigale ou quelque chose comme ça, quoi. On est vraiment en quelque chose d'un petit peu vintage, quoi. On n'est pas trop vers l'avant non plus, quand tu regardes la ligne, c'est très plat. Ouais. C'est question bête, parce que si ça sort en France, ça sera bridé à 100 chevaux, mais ça fait combien ce genre de non, mais on est à 200. On est à 200. Et puis en plus, ça sortira pas. Ça sortira pas. Bon, bah voilà, comme ça, c'est réglé. Mais il faut tout me dire. Non, il faut j'imagine très mal qu'Honda produise 213 exemplaires d'une moto exceptionnelle pour la brider selon les lois en vigueur en France, quoi. C'est bien. Bon, voilà. C'est bien vu. Et 1er janvier 2016, la loi sur le bridage à 100 chevaux saute en France. Ouais. Il n'y aura plus le problème. Ouais, dans un an, ceci. Donc peut-être que des petits malins en trouveront un ou deux exemplaires à importer pour de riches collectionneurs et amateurs de super sportives. On enchaîne avec quoi, Driss? Husqvarna, on passe au motocross, là, c'est ça? Exactement. Si j'ai bien suivi. Alors, le nom de la moto, c'est... Super Moto 701. Voilà, Super Moto 701. Ça me fait toujours rigoler les motos qui s'appellent Super Moto. C'est quoi? C'est une catégorie sportive, c'est ça? Ah, Super Motard, ouais. C'est vraiment la moto, c'est à l'origine on est plutôt dans le style du tout-terrain, et puis avec du pneu de route, et puis une philosophie qui est très agressive entre guillemets. Bon voilà, mais honnêtement en tout cas ça marque le retour du Husqvarna sur nos routes. C'est bien parce qu'ils avaient subi, je parle sous le contrôle de Vincent, mais un bel échec avec la Nuda, et là pour le coup ils reviennent, ça a été repris par KTM, ils reviennent avec une moto qui est assez enthousiasmante elle aussi, très légère. Je crois qu'on est à peu près 145 kg à sec. C'est pas très puissant non plus, hein. On est à un petit peu moins de 70 chevaux. Mais quand on voit la qualité, encore une fois, des matériaux, des composants qui sont employés sur cette moto, je pense que ceux qui aiment ce type super moto vont vraiment se régaler, quoi. En tout cas, ça en prend le chemin. Je me souviens, tu nous avais déjà vanté les Husqvarna. T'as un petit faible pour ce genre d'architecture, ce genre d'objet. C'est juste pour la beauté ou... Je trouvais la Nuda très belle, notamment. Je trouvais que c'était, voilà, bon, c'est un style un peu à part. C'est une philosophie de moto à part, et ils adoptent en plus un style esthétique, enfin voilà, un design qui est très à part aussi. Là on revient sur quelque chose un petit peu plus consensuel quand même à mon avis, hein, que sur la Nuda, et puis enfin en tout cas en termes de design, un petit peu moins en termes de polyvalence. Je pense que ça c'est vraiment quand même dédié à ceux qui aiment le sport. Tu dis que c'est polyvalent, on peut rouler sur la route avec ça, Vincent, ou c'est vraiment uniquement pour faire du tout-terrain? Non, c'est de la moto homologuée, hein. C'est pas du tout du tout-terrain. Comme le disait Eric, il y a des pneus route. Maintenant, le super motard, il y a quelques limites quand même à la machine, puisqu'on sait que c'est des petits réservoirs, il n'y a pas une grosse autonomie. Et il faut voir ça comme la moto karting, ou peut-être comme la Caterham des motos que tu vas prendre le samedi ou le dimanche. Tu vas aller faire une balade de 30-40 km autour de chez toi, en favorisant peut-être des routes en montée, des cols de montagne, etc. Et là, tu vas avoir tout de suite la banane. Ou pour aller au travail le matin, si tu fais pas trop de kilomètres. Par contre, faire une grande balade, si tu fais un Paris-Clermont-Ferrand là-dessus, je te souhaite bon du courage. Bon non, là, il faut pas. En plus, c'est un gros... Par les petites routes. C'est un gros mono, comme on dit. Donc, c'est hyper péchu. Mais après, c'est vrai qu'on imagine mal faire de la route avec. Hein. Ça vaut combien ce genre de... Pour l'instant, c'est pas annoncé. Pour l'instant, ça, on en sait rien. C'est juste que ça sera commercialisé à la fin de l'année prochaine. En moyenne, c'est entre 8 et 10 000 euros, comme chez KTM. D'accord.
Fin l'année prochaine, 2015. Ouais, fin 2015, enfin deuxième semestre 2015. Alors j'ai cru remarquer que au niveau de la moto, il se passait un petit peu. On a déjà parlé pas mal de fois dans l'émission. Une tendance un petit peu similaire à celle de l'automobile, c'est l'électrification. Et alors là, si j'ai bien suivi, il y avait carrément un pavillon dédié aux motos ou aux deux roues électriques. Ouais, aux deux roues électriques. Ouais. Qui s'appelait, je sais plus comment, Green. Tout est vert de toute façon. Ouais. Green quelque chose. C'est une grosse tendance dans la moto. Ça arrive. En tout cas, on a vu de belles choses cette année. Moi, je pense à l'Energica. Ouais, on va en parler justement. Qui est quelque chose d'assez surprenant, stupéfiant. Moi, ça fait encore partie des choses que j'ai envie de voir un jour en vrai et de pouvoir peut-être monter dessus. C'est vraiment ce que. Bon, c'est un Street Fighter. C'est vrai qu'elle est belle. Ah ouais, c'est juste très très beau. C'est si je ne m'abuse 100 kW, donc un petit peu plus de 135 chevaux. Ah ouais, et ça là, si vous voulez, c'est des puissances, c'est un couple quasi permanent. Ça promet, d'abord elle est limitée à 240 km/h, ça annonce. De toute façon, à plus de ça, je pense que là on s'envole définitivement, parce que vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de carénage dessus. Donc pour ceux qui savent ce que c'est que de faire de la moto sans carénage, à passer une certaine vitesse, ça devient vraiment compliqué. Alors on verra peut-être si on a le temps tout à l'heure en fin d'émission, quelqu'un qui a fait du vélo sans carénage est plus vite que ça, juste pour le fun. Mais voilà, j'adore. Voilà, bon, ça c'est une moto formidable à mon avis, en tout cas sur le papier. On est pressé de voir ce que ça donne. Encore une fois, des motos électriques. Je pense que c'est un petit peu comme les voitures électriques. En ce moment, dans Paris ou ailleurs, on n'en voit pas tant que ça quand même, à part des Autolib en l'occurrence. Oui, effectivement. Et celle-ci, elle sera commercialisée quand ? Alors là, normalement, c'est pareil, c'est à peu près fin 2015, avec il y a une concession manifestement autour de chez nous qui sera basée à Monaco, et qui la commercialisera en termes de tarifs. Son prix. Ouais, on est dans les 25 000, à peu près. On a vu pire chez d'autres en termes de tarification sur les motos électriques. Non, puis encore une fois, je pense que là, en termes de sensation, on doit commencer à se faire très très plaisir. Faut aimer l'absence de bruit d'échappement, etc., l'absence de bruit de moteur en général. Mais je pense que là, quand on voit l'équipement qui est proposé sur cette moto, je sais pas, son design, elle incite quand même un petit peu à la rigolade, enfin sur la route, je veux dire. Je pense que là, on doit pouvoir commencer à s'amuser. Ouais. Vincent, les motos électriques, on en parle régulièrement. Celle-ci, tu lui trouves quelque chose d'intéressant, plus qu'une autre ou... Bon, plus intéressant qu'une autre, je sais pas. Elle est jolie quand même. Jusqu'ici, on a vu des trucs un peu délirants. Faut se souvenir de la Wattman de Vauxhall, qui était une moto un peu de Batman. Celle-ci est beaucoup plus proche de ce qu'on voit tourner, en tout cas en compétition, puisqu'il faut quand même rappeler que la moto électrique marche depuis très longtemps en compétition, notamment au Tourist Trophy, avec ces légendes comme McGuinness qui font déjà des tours avec, qui sont très très impressionnants. Ça va vite. Ce qu'on sait, c'est que finalement l'électricité s'adapte presque mieux à la moto, puisque de par le châssis, on arrive à quand même centraliser les masses à peu près de la même façon. Pourquoi pas ? Une nouvelle fois, je reste attentiste en tout cas sur l'autonomie et la capacité de rechargement rapide de la moto, parce que là justement, si tu fais 150 km en moto et que tu t'arrêtes 3 quarts d'heure et que tu repars, tu fais 150 km, tu t'arrêtes 3 quarts d'heure, pour moi c'est toujours l'extrême limite. Il n'y a que Tesla qui a réussi avec ses superchargeurs à résoudre le problème. Avec quelques centaines de kilos de batterie aussi quand même. Voilà, c'est vrai. De Tesla. La question se pose quand même moins à moto pour ce qui est d'un usage urbain, encore une fois, parce qu'avec 150 km/h, on a largement de quoi faire. Je sais pas pour toi à moto, mais tu tournes pendant 2 jours. 150 km d'autonomie, mais si c'est exclusivement urbain, là on annonce, parce que c'est quand même une moto assez exceptionnelle, on annonce 100 km d'autonomie à 100 km/h de moyenne et 190 à 60 km/h de moyenne, ce qui veut dire que si effectivement on s'en tient à rouler calmement ville, comme on doit le faire en ville et en périurbain, on doit pouvoir effectivement faire dans les 150 km d'autonomie, ça doit... Bon voilà, ça le fait. Mais c'est vrai que dès qu'on va vouloir sortir ou dès qu'on va vouloir s'amuser, faire des accélérations, des freinages et puis commencer un petit peu à être plus agressif entre guillemets en termes de conduite, là on a une autonomie ridicule qui permettra pas de faire grand chose, quoi. Vincent, tu veux réagir, non ? Bah oui, parce que pour ça, il y a juste un objet qui coûte 2 fois moins cher qu'un scooter électrique de BMW.
qu'on avait pu essayer. Je crois qu'Eric l'a aussi essayé. Tu as 130, 140, 150 d'autonomie en réel et il te coûte quand même beaucoup moins cher que ta moto qui, voilà, 25 000 € sur une moto électrique. À 25 000 €, je pense que Driss et Eric ont vu autre chose à acheter au salon de Milan pour avoir une vraie moto. Ah bah ouais, ça c'est... Ouais, il y a pléthore même de choses à acheter à ce prix-là. Ouais. On parlait de bruit et de fureur et bizarrement on va quand même rester dans l'électrique puisque c'est... on en a parlé, je crois que c'était début juillet dans l'émission. C'était plus, on savait pas trop ce qu'allait en faire la marque. Je parle de la Harley Davidson qui présentait à l'époque son projet Livewire. Et alors là, on l'a vu pour de vrai. Ouais, on l'a vu pour de vrai, de près. On a même presque pu l'approcher parce qu'elle était posée sur des écrans. Alors c'était un petit peu compliqué quand même. Ce qu'on peut en dire, encore une fois, c'est pas grand-chose. On sait que c'est une moto électrique, on sait que c'est une Harley Davidson, on sait qu'ils ont cherché à faire plaisir le plus possible à ceux qui aiment la marque, tout en allant vers l'électrique. Alors il y a deux choses moi qui me viennent à l'esprit quand je pense à cette moto. C'est si Harley s'y met, Harley c'est pas rien. C'est une caution quand même dans le monde de la moto. Si Harley s'y met, bon, il y a des chances que les autres s'y mettent aussi, vraiment. On les voit à l'image sur un petit road trip aux États-Unis, route 66 et ici à New York. Plutôt sympa. Voilà, ils ont apparemment cherché à faire une démo de savoir-faire et de ce qui était possible de faire justement en électrique. La deuxième chose qui me vient à l'esprit, c'est effectivement pour les mêmes raisons que celles qu'on vient d'évoquer, bon, autonomie, etc., etc. Voilà, la viabilité de ce type de modèle. Et puis, est-ce que le Harleyiste qu'on connaît aujourd'hui a envie d'acheter une moto électrique? Très franchement, je pense que le bruit, les vibrations d'une Harley participent quand même grandement du mythe et du plaisir qu'on a à rouler en Harley. Là, bon, c'est un peu différent. Mais... Voilà, on ne peut pas faire autrement aujourd'hui. J'invite les téléspectateurs à se rendre sur le site internet de Harley. On voit, ou sur leur chaîne YouTube, il y a pas mal de petits films autour de ce projet. Alors on les voit évidemment parler avec des bikers purs et durs qui ont l'air enthousiastes. Bon, on se doute bien qu'ils vont pas montrer des gens qui vomissent l'électrique, mais ça a l'air intéressant. L'accueil est... Ouais. Sinon curieux, en tout cas attentiste, comme disait Vincent, et même peut-être finalement attentif. Ouais, bien sûr, puis en plus, c'est vrai qu'elle est plutôt jolie. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ça fait dans les 200 kg, que ça a à peu près 100 km d'autonomie, qu'il faudra 3 heures pour la recharger, donc ça fait un bruit d'avion de chasse. Ça, par exemple, c'est un truc rigolo. Harley a pas voulu laisser un bruit bête de moteur électrique conventionnel. Ils ont en plus ajouté un petit truc qui fait vraiment... Ils nous l'ont fait écouter un petit peu pendant le salon. Bon, c'est vrai qu'on a vraiment l'impression d'entendre passer un avion de chasse à côté. Bon, après tout, ça peut être rigolo. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vincent? Moi j'imagine mal Sons of Anarchy avec l'Harley électrique. Non mais voilà, c'est ce que dit Eric. Je suis assez conservateur dans l'âme, vous le savez. Quand il y a des choses qui vont bien, pourquoi les changer? C'est les vibrations, le bruit d'une Harley. Je suis contre l'électrique sur une Harley et comme je serais contre une Ferrari toute électrique, donc voilà. C'est pas le genre de truc qui pourrait ne pas arriver finalement. On a vu des Lamborghini hybrides, la route vers le tout électrique est pas si loin pour les super sportifs, les supercars également. Driss, les Harley électriques, toi tu dis pourquoi pas je rejoins tout le monde. Harley, c'est vrai que c'est une marque emblématique pour plusieurs raisons, dont toujours cette sonorité. Et puis là, on nous dit, tiens, vous allez avoir le bruit d'une turbine. Après, moi, j'aime l'électrique, mais c'est vrai qu'il y a une autre question à se poser, c'est que Harley, c'est pas les motos les moins chères en thermique. On sait que là, l'électrique, c'est très cher. Donc, qu'est-ce que ça va être une Harley électrique? À mon avis, il y aura peut-être moyen de s'en payer deux. Enfin, 2 Harley thermiques pour le prix d'une électrique. Ouais. Très bien pour l'électrique. Par quoi on enchaîne? On vient au thermique là. On va parler de la MT-09 Tracer, qui est une évolution de la MT-09. Donc la MT-09, on en avait déjà parlé. Celle-là, voilà. C'est une nouvelle. C'est une nouvelle. Donc elle est basée sur le Roadster de Yamaha, à ceci près que là c'est une version plus routière, dotée donc d'une tête de fourche.
un pare-brise, une selle un peu plus confortable et une grosse autonomie. Je l'avais noté. Donc Yamaha annonce 300 km grâce au réservoir qui gagne 4 litres. Donc on a tout un tas d'équipements aussi qui sont assez intéressants. Donc je l'ai dit, la protection avec le pare-brise. On a un protège-main, une béquille centrale et une petite prise 12 volts donc pour recharger par exemple son téléphone lorsque l'on est en balade. Donc je crois que Vincent, tu aimes beaucoup cette moto, hein? Ah oui, c'est d'abord pour moi enfin l'héritière chez Yamaha de la TDM, hein. TDM qui a régné pendant plus de 20 ans sur son secteur. C'est une vraie moto polyvalente et puis aujourd'hui avec le côté moto moderne, donc le moteur 3 cylindres, des suspensions, un freinage qui va bien. C'est une moto, limite, tu pourras aller faire de la piste avec le week-end et aller tous les jours au travail avec et partir en week-end ou en vacances grâce aux valises et à la bulle. En fait, c'est ça une vraie moto. C'est une moto que tu vas pouvoir utiliser tous les jours dans toutes les circonstances. Et on sait qu'en plus, Yamaha a fait un retour formidable avec son 3 cylindres qui est un moteur exceptionnel. Ça ressemble aussi grandement, à mon avis, à une concurrente de la GS 800 de BM, non? C'est ce que moi j'allais te relancer là-dessus. J'allais te dire, ça me fait penser à ta moto. Ouais, alors moi j'ai le 12, mais ouais, effectivement, moi j'ai un peu la sensation que c'est cette philosophie-là. Moi j'aimais déjà beaucoup le TDM, alors je suis content que Vincent l'approuve aussi. J'aimais déjà beaucoup le TDM parce que je trouvais que c'était un peu un ovni. Il n'y avait pas grand-chose d'autre. Il n'y avait même aucune moto qui avait cette philosophie-là, qui est position de trail avec une vraie routière qui est capable d'envoyer si on en a envie, si on a envie effectivement, pourquoi pas même d'aller sur le circuit Carole, on pourrait par exemple avec un TDM. D'ailleurs c'est pas anodin si la police l'a adopté dans différents registres cette TDM, et là effectivement ça manquait un petit peu. On avait l'impression que ça allait être abandonné, et ben non, ils sont arrivés avec ça. Ce qui est sympa, c'est que ça fait une MT-09 de plus, parce qu'il y en a un certain nombre, et que celle-là, à mon avis, sera pas la moins vendue, parce qu'on sait que c'est un segment qui plaît de plus en plus, qui fonctionne bien, le trail routier. Moi j'ai remarqué quelque chose, hein, c'est que ce type de moto généralement c'est pas pour moi, parce que je suis un peu court sur pattes du haut de mon 1m71. Ceci dit, on nous dit que donc il y a tout un tas de choses qui permettent d'améliorer le confort du pilote, notamment le guidon qui est réglable vers l'avant ou vers l'arrière, et une hauteur de selle qui est relativement basse aussi. Donc bon. Moi je suis monté dessus. Je suis monté dessus pour voir au salon. Effectivement, ça a l'air d'être plutôt. Ils ont essayé en tout cas de le rendre, comment dirais-je, envisageable par le plus grand nombre. Ce cas, c'est qu'elle a une vraie gueule, quoi. Ça, c'est à mon avis son plus. Et puis ce moteur, un 3 cylindres extraordinaire qu'on connaissait déjà pas mal sur la MT-09 traditionnelle, là, il est un petit peu modifié peut-être, mais enfin ça reste un excellent moteur. Ouais, je lisais que la cartographie avait été revue avec 3 modes de conduite. Donc comme vous disiez, il doit y avoir un mode route tranquille. Ouais, un mode pluie. Un peu plus c'est bien, ça se fait de plus en plus, c'est très très bien, je pense. Alors ce qui est intéressant, là tu parlais de la pluie aussi, c'est le contrôle de traction. Bah ça c'est génial sur la pluie, et puis même quand ça commence à être un petit peu poussiéreux, un peu sablonneux par terre, pourquoi pas, parce que c'est vrai, quand on voit sa forme, son design, on peut assez facilement envisager pourquoi pas de lui mettre des pneus capables de rouler un petit peu en chemin, et là le contrôle de traction, c'est vrai que dès qu'on commence à avoir une moto un petit peu lourde, c'est pas mal de pouvoir accélérer sans trop de contraintes et sans se faire des frayeurs à chaque fois quand on n'en a pas envie de voir la roue arrière se dérober. C'est jamais très très agréable quand on n'est pas habitué. Là c'est bien, je trouve que c'est tout ce qui va de toute façon dans le sens de la sécurité. À partir du moment où c'est déconnectable pour celui qui sait faire, pour celui qui est plus pilote dans l'âme que simple usager de moto, tout ce qui est élément de sécurité, à mon avis, ça fera du bien au monde de la moto et aux motards en général. Elle arrive quand, celle-ci ? Il me semble que c'est là, c'est début de l'année là, qui arrive. Ça va aller très très vite. Driss, on reste quoi sur Yamaha ou on change de marque? Alors, on va changer de marque, tiens, pour varier les plaisirs, mais par contre là on va aller vers les motos, j'ai envie de dire un peu plus sérieuses, là ça devient du costaud. On va aller chez Kawasaki qui a présenté un ovni encore une fois, avec la H2, une grosse moto. Ouais, énorme. Alors ça, je crois savoir que Vincent, lui, il est un petit peu déçu par cette moto. Moi, la H2, c'est vrai, Vincent, je l'aime bien. T'es déçu par la H2?
Je suis déçu par la version routière, puisque faut rappeler le contexte. Kawasaki a d'abord présenté une version racing qui faisait 300 chevaux pour moins de 200 kilos, et du coup on avait un petit peu l'eau à la bouche, surtout sur cette réminiscence du nom H2 chez Kawasaki, qui encore une fois évoque des motos des années 80, si j'ai bonne mémoire, qui étaient des vrais diables. Et puis on se disait qu'avec ce look, cette moto allait être exceptionnelle. Et puis il nous dévoile une version route qui fait 238 kilos. Donc là, on est quand même très déçu parce que elle a une allure vraiment bestiale, démoniaque, super sportive, un peu à la Lamborghini. Et puis finalement, elle va plutôt être, je me trompe peut-être, mais une grosse GT qui rend plus de 40 kilos par rapport aux meilleurs super sportifs du marché. Donc c'est là ma déception. Ouais, la faute, notamment, je pense aux choses qui ont été rajoutées par rapport à la version qu'on voit là. Là, on a comment on appelle ça, des ailerons latéraux qui sont remplacés par les rétroviseurs avec les clignotants qui sont intégrés. On a le support de plaque, le pot. Les autres le font aussi. Les autres motos, bien sûr. Les autres motos, elles ont aussi des clignotants. Bien sûr, mais par rapport à la version racing qui, elle, ne les a pas. C'est ça, peut-être là il y a le pot d'échappement aussi qui est énorme, je trouve, sur la version homologuée route. Là, on voit le compresseur, puisque, rappelons-le, c'est quand même une moto qui est compressée. C'est pas un turbo, mais ça permet de booster. C'est une autre approche de Kawasaki. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu, en tout cas, une moto comme ça. Ce qu'il y a, c'est qu'on arrive à monter à 300 chevaux dans la version la plus énervée. Et attends, parce que la H2, donc de route, ça sera 200 chevaux. Sachant, là, pour le coup, c'est marrant, parce qu'on va en revenir à cette histoire de loi des 100 chevaux en France, parce qu'effectivement il est prévu donc que cette moto soit mise sur le marché à peu près mi-2015 partout en Europe, sauf en France. Et alors là, c'est là que vous allez rigoler. Non mais c'est drôle, parce que du coup Kawa a dit non, nous on ne la commercialisera pas en France tant qu'il y aura cette loi. On fera pas une version dégonflée. Elle est déjà dégonflée, puisqu'à l'origine c'est censé faire 300 chevaux, elle en fait déjà plus que 200 pour être accessible quand même au plus grand nombre, entre guillemets. On verra qu'en termes de tarifs, ça va pas être le cas non plus. En revanche, ils veulent pas s'abaisser à faire passer une bécane où ils ont travaillé comme des malades au départ, à la faire passer de 200 à 106 chevaux. Ça serait juste un scandale. Donc, elle sera commercialisée en France à partir de 2016, si la loi saute. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a retrouvé Laurent Sanson. Laurent, tu prends en cours de route. Merci d'être avec nous. On t'a entendu un petit peu parler hors antenne. On est sur le salon de Milan et la moto, donc tu interviens quand tu veux. On est en train de terminer. Voilà. On parle de quoi maintenant? On parle du prix de cette voiture, bien sûr. De cette moto. Ouais. De cette moto. Je suis perturbé. C'est l'habitude. C'est rien, ça a 2 roues de plus, c'est tout. Si c'est que ça. Non, alors donc 25 000 € pour la H2, environ. 50 000 pour la H2R. Vous voyez qu'on s'adresse quand même là, encore une fois, à des clients qui sont, voilà, j'allais dire fortunés, mais passionnés avant tout, et fortunés aussi. Parce que pour mettre 25 000 € dans une moto, évidemment, il faut vraiment beaucoup l'aimer. Laurent, toi, 25 000 €, c'est plutôt dans une voiture. Hein. Salut, Laurent. Voilà. Tu ne nous entends Salut pas. Alexandre, oui. Bonjour à tous, bonjour à Driss, bonjour à Eric, et puis à Vincent qui se trouve, je crois, en Normandie. Donc moi, effectivement, les 25 000, je les mettrais plutôt dans une voiture. Alors ça pourrait être une petite voiture comme ça, tu vois, par exemple. Avec, voilà. Les effets bien joué. Juste par exemple. Et oui, je les mettrais effectivement plutôt dans une voiture. Je suis pas très moto, c'est vraiment des histoires de culture. Néanmoins, si je devais mettre des sous sur un 2 roues, je les mettrais plutôt dans un vélo. Vous connaissez tous mon amour du vélo. Donc voilà. Mais c'est vraiment chacun. C'est une question d'état d'esprit. Je sais que ça va faire rire l'ami Eric, mais qui dit vélo dit Bermuda. Et je sais qu'on a conversé à ce niveau-là. D'accord, ça ne nous regarde pas. On est les fans de Bermuda. Driss, on enchaîne avec. Peut-être que Vincent voulait réagir. Tout à l'heure, il disait qu'il n'aimait même pas trop cette moto, mais tu as peut-être un petit mot de conclusion à faire sur la moto, Vincent? Oui, la conclusion, c'est que sur ces derniers salons, et je pense qu'Eric me rejoindra, on a passé aussi, je crois, un cap qui est le prix des motos. Parce qu'il faut se rappeler, il y a quelques années en arrière, quand on parlait d'une moto sportive, on va prendre les 750
qui était la génération des premières sportives, on était à peu près à 75 000 francs. Et aujourd'hui, on arrive à 25 000 euros. Donc, si tu fais la conversion en francs, tu étais à 12 000, 13 000 euros. Et aujourd'hui, on est à 25 000. Alors, certes, il y a beaucoup d'électronique en plus, il y a plein de choses en plus. Mais il faut croire que le cours de l'acier a fortement augmenté à la bourse aussi pour que nos motos soient de plus en plus chères. Ouais, il y a aussi pas mal de carbone maintenant, il y a aussi pas mal de magnésium, des choses. Bon, c'est vrai que mais quoi qu'il en soit, je suis tout à fait d'accord. C'est assez impressionnant. La surenchère, elle ne se fait pas seulement sur les cylindrés ou sur les puissances et les couples qui sont de plus en plus phénoménaux aussi. Ça se fait aussi et beaucoup sur le prix. Ouais. Driss, on a une dernière moto en 1 minute. Alors, on a une dernière moto, on revient chez Yamaha, là pour le coup, avec la R1. Qui elle aussi est un monstre de puissance. Là pour le coup Vincent sera plus heureux parce qu'on est à 200 chevaux pour 199 kilos tout plein fait. Donc une moto qui emprunte tout un tas de technologies à la MotoGP avec notamment un capteur inertiel qui analyse les mouvements du châssis sur 3 axes. Ouais. Et donc ça sert à quoi? À mettre en place des assistances pour rester Exactement. Sur la route ou... Contrôler la traction, la glisse, le cabrage de la moto. Si vous voulez, à un moment, quand on a 200 chevaux et 199 kilos tout plein fait, il n'est pas inutile quand même, vu que c'est vendu pour être utilisé sur la route, il n'est pas inutile, à mon avis, de mettre tout ce qu'on peut pour que tout le monde garde les 2 roues en même temps sur le sol le plus longtemps possible et de pas finir sur le casque. Voilà. Donc c'est bien. Bien. Est-ce qu'on peut diffuser très rapidement, puisqu'on est dans la grande vitesse, ces images de ce vélo chronométré en excès de vitesse à 333 km/h, je crois. C'était au Castellet, c'est ça, Vincent, hein? Oui, c'est l'œuvre d'un Français qui avait déjà un record sur son vélo à 260 et quelques kilomètres. François Gissy. Gissy, voilà, monsieur Gissy. Et voilà l'engin. Je sais pas ce qu'il a mis. Je sais pas ce qu'il a mis dans son vélo, probablement pas une boisson à l'accélération, mais en tout cas ça pousse un peu. L'accélération est phénoménale. Alors tout ça, voilà, il atteint cette vitesse-là en, je sais pas, 4 ou 5 secondes à peine, hein, c'est ça? Sur 200 mètres. C'est fou. Bon, voilà, comme quoi on... Donc, avec la Ferrari à côté, évidemment, qui ne peut pas résister. Non. À cette puissance d'accélération. Puisqu'on transition toute trouvée, on va repasser sur 4 roues. Je vous propose qu'on fasse un petit break de 2-3 secondes et on va parler BMW. Alors Vincent et également Laurent, vous avez essayé cette semaine la nouvelle version du BMW X6. Je parlais tout à l'heure dans le sommaire d'une espèce d'engin inclassable entre le coupé sportif et la péniche. Avant de voir le petit sujet qu'a fait Vincent Beaucousin, présentation des forces en présence, c'est quoi Laurent cet engin ? Je dirais, pour faire court, c'est un sac de sport, sac SAC, autrement dit Sport Activity coupé. On est vraiment dans le véhicule hybride par excellence, un mix de SUV avec une carrosserie de coupé, avec un gros moteur. On est limite dans le muscle-car, sauf qu'on a toute la technologie BM pour bien garder. Si tout à l'heure Eric faisait référence à la Yamaha en disant qu'il fallait bien garder les 2 roues par terre, et ben là c'est exactement pareil. Il faut garder les 4. On a un engin qui mixe différents univers et qui du coup nous transporte une fois qu'on est au volant dans tous ces univers à la fois. C'est vraiment des drôles de sensations, très sympa. C'est un vrai petit monstre et moi je l'ai appelé Monsieur Muscle. Alors j'ai eu la chance de l'essayer en version 50D. Je pense que Vincent a eu la même version et c'est un vrai Monsieur Muscle à tout point de vue, que ce soit dans sa silhouette que dans son comportement et dans son moteur. Voilà, alors on va saluer Eric qui doit nous quitter et puis on va en profiter pour regarder ce petit sujet de l'ami Vincent qui va se dédoubler dans les gorges du Verdon, si je dis pas de bêtises, le temps de ce reportage, et on se retrouve dans 3-4 minutes. À tout de suite.
Aujourd'hui, pas question de faire du bateau, mais c'est vrai que quand on voit la taille de l'engin, on pourrait se dire que c'est peut-être un gros bateau sur nos routes. Il est allemand, il représente la sportivité, la puissance, mais également peut-être ce qui peut déranger un petit peu dans ces véhicules allemands. Aujourd'hui, on essaye le nouveau X6 de BMW. Ce qui caractérise bien entendu ce X6, vous le voyez, je me tiens à côté, c'est ses proportions énormes. La voiture a un côté extravagant, presque dérangeant pour certains utilisateurs de la route quand ils vont le voir arriver dans leur rétroviseur. Il faut dire qu'il est relativement hors norme, avec plus de 4,90 m de long, 2,2 tonnes sur la balance, mais un soupçon de sportivité. Quand BMW a dessiné cette voiture, on avait presque l'impression de voir arriver la 911 Turbo, surélevée, avec ce qui le caractérise, ce sont ses grandes ailes arrière, et puis cette lunette très inclinée, le côté coupé sportif, et en cela, BMW a parfaitement réussi à rompre les gènes du 4x4 pour en faire un véhicule sportif. À l'intérieur de ce X6, BMW joue peut-être un petit peu moins la carte du sport. Il faut rappeler que l'intérieur est assez commun avec le modèle X5. Donc cette fois, c'est vraiment l'idée du luxe qui règne à bord. Et comme toujours chez BMW, c'est exécuté avec perfection. En termes de performance, ce que BMW a cherché à faire avec son X6, c'est aller au-delà des apparences. Avoir une tenue de guerrier sportif, c'est certes bien, mais il fallait que sur le terrain, le X6 prouve à sa sortie que c'était bien le meilleur de sa catégorie, le plus sportif, comme si c'était possible de défier les lois de la physique avec 2,2 tonnes. Et cette nouvelle génération, forcément, n'échappe pas à cet ADN, à cet esprit du X6. BMW a renforcé les qualités du châssis. Alors, toutes vous les citer, ce serait une liste trop longue, mais sachez qu'en termes de gestion électronique, le X6 ne manque absolument de rien. Et surtout, il dispose de motorisations fidèles également aux constructeurs bavarois. Pas question ici d'avoir de petits moteurs, on n'a que des 6 cylindres et des V8. Un exemple, le modèle que l'on essaye aujourd'hui, le M50D, développe, malgré sa motorisation diesel, 381 chevaux. Et ces 381 chevaux, quand ils s'expriment, c'est un 0 à 100 en à peine plus de 5 secondes, mais surtout, on a l'impression qu'on n'est pas tout seul au volant. Vous écrasez l'accélérateur et là, vous avez l'impression de mener la cavalerie napoléonienne qui charge sur son adversaire avec 100 chevaux derrière vous qui font trembler le sol. C'est réellement impressionnant, délirant, mais en même temps une performance hors norme de la part de BMW. Mais ce côté dragster décadent n'est pas la seule qualité du X6. Il l'a prouvé ici dans les gorges du Verdon, malgré des routes étroites, très sinueuses. C'est une BMW imposante, mais qui garde encore une fois, c'est important, l'esprit BMW. Attention, ce n'est pas une ballerine, ce n'est pas la meilleure sportive comme une BMW M4, mais quand il s'agit de tourner, le X6 sait faire, même si bien entendu, en raison de son poids, ça tire un petit peu dans le volant. Mais là, la magie des 4 roues motrices parviennent à gommer toute sensation de sous-virage, et également BMW équipe son X6 haut de gamme d'une suspension qui contrôle le roulis, alors il fait étal de toutes ses qualités. En conclusion, il vous reste à assumer l'image de ce X6. Il est certes décalé, mais en même temps finalement très performant. C'est bien un véhicule allemand, on l'a vu, et il reste quand même agréable à conduire, même si c'est pas encore un pur véhicule de sport. Et si vous pouvez même débourser entre 70 000 et 100 000 euros comme la version très haut de gamme qu'on a essayé aujourd'hui, ce sera presque comme attraper le syndrome de Peter Pan à son volant. Tu fais toujours des dérapages au son du Requiem de Mozart, Vincent? Toujours en D mineur. Moi je me souviens, j'avais essayé il y a 6 ans et 200 000 exemplaires plus tôt ce X6. En quoi il a évolué? Je me souvenais moi d'un engin finalement assez agile malgré sa masse camionnesque.
C'est des petites retouches que BMW a apportées, puisque effectivement la base, elle était déjà là. Comme tu l'as dit, le premier X6 était très bien né. Simplement, BMW finalement aujourd'hui a plus upgradé avec des détails sur les niveaux de technologie et surtout les aides électroniques qui ont progressé quand même en 8 ans. Et du coup, voilà, c'est pas une totale révolution, c'est simplement encore amélioré, comme BMW aime le faire souvent sur ses modèles, les qualités intrinsèques du produit. Laurent, alors toi tu l'as donc également essayé, on l'a dit. Si tu dois tirer un bilan de cet engin, t'es plutôt... j'ai vu qu'il y avait 2 écoles, hein. J'ai vu des confrères qui disaient moi je préfère un Porsche Cayenne. Toi, c'est entre un Porsche Cayenne et un X6, ce serait plutôt quoi ? Alors je vais sans le moindre doute vers le X6 parce que je trouve qu'il a plus de personnalité. Il est unique en son genre et effectivement, si le Cayenne, on peut lui reconnaître de véritables qualités techniques, ce que ne renie pas le X6, hein, qui est vraiment ultra performant. Et surtout, j'ajouterais par rapport à ce que disait Vincent, qui est effectivement très juste, BMW a cherché à optimiser l'ensemble des petits défauts que pouvait avoir la première version. On a un véhicule qui est beaucoup plus neutre, qui se conduit effectivement plus facilement, qui guide beaucoup mieux, qui enroule mieux avec un train arrière qui est bien plus mobile que la première génération. Donc ça permet, avec des puissances élevées, de vraiment se faire plaisir, même sur des petites routes, comme nous avons pu les avoir sur nos routes d'essai dans les gorges du Verdon, où là, un engin de quasiment 2 mètres de large ne passe pas inaperçu et c'est pas évident de croiser du monde. Donc voilà, donc si je devais choisir, mon cœur balance plutôt vers le X6, d'abord pour le style, pour la personnalité. C'est un véhicule qui est unique, d'ailleurs on lui trouve pas réellement de concurrent. C'est vrai que de lui opposer le Cayenne est, semble-t-il, oui, le concurrent entre guillemets le plus proche. Le plus naturel peut-être, tout simplement. C'est vraiment le X6. Vincent ? C'est ce que Laurent l'a assez bien résumé. Un X6 aujourd'hui est inclassable, je le dis à la fin de mon essai. Il faut assumer l'image du produit parce que en concurrent, tu as effectivement le Cayenne, le Range Rover Sport. Tout ça, ce sont des voitures extrêmement performantes et qui défient tout un peu les lois naturelles, hein, de dire des engins de 2 tonnes qui foncent sur des petites routes. C'est vraiment un énorme pari en termes de technique et de technologie. Le X6, c'est quand même plus m'as-tu vu. Il faut vraiment, même si encore une fois la ligne est élégante, mais il faut assumer. C'est un autre parti pris. Souvent on dit le X6 c'est un peu la voiture des footballeurs, tu vois. Donc voilà, si tu veux être discret, t'achètes pas un X6. Donc le rugbyman n'achète pas un X6 bon, très bien. Tu nous rappelles la gamme de prix de cet engin? Si j'ai bonne mémoire, parce que j'ai pas révisé mes fiches. Là, tu nous parlais du très haut de gamme, le M50D, mais j'imagine qu'on peut quand même avoir un petit peu moins cher, bien qu'on soit dans des motorisations nobles par obligation, on va dire. Oui, sur le petit diesel qui fait 231 chevaux, je crois que tu commences à 70 000 €. Quand même, puisque de toute façon, c'est vraiment du très haut de gamme. Hein. On pourrait s'attarder sur les suspensions, les assistances également, le système BMW Vision by Night. Où voilà, c'est un véhicule qui est complet, donc qui se facture quand même assez cher. Il y a toujours j'imagine que oui d'ailleurs, hein, pourquoi il l'aurait enlevé, ce système de répartition du couple roue par roue, hein, qui offre au véhicule une agilité assez saisissante, hein, j'en parlais tout à l'heure par rapport à sa masse. Ça, évidemment, BM l'a conservé. Oui, BMW l'a conservé et l'a même encore un peu plus affiné. Quand tu es vraiment sur des courbes, tu sens qu'effectivement ta roue intérieure va se freiner, celle qui risque de perdre le plus en adhérence, et tu sens tout le système travailler. Et Laurent le disait très très bien, puisque on peut vraiment arriver à avoir quasiment un comportement de propulsion. Moi c'est étonnant, mais 2-3 fois je me suis retrouvé quasiment en survirage avec une glisse de l'arrière. Ce qui est quand même très plaisant pour un véhicule de cette taille. On a souvent plus l'habitude que ça s'ouvre énormément. Il faut faire attention à le placer avec les freins, à pas avoir une trajectoire forcément très belle, mais cassée pour vraiment l'inscrire. Et après, tu mets gaz à fond et tu fais confiance à la technologie BMW qui retranscrit tout ça très bien. Tout à l'heure, Laurent parlait d'une voiture neutre. En termes de bonus-malus, je suppose qu'on n'est pas dans le neutre ? Non,
Non, on n'est pas dans le neutre, mais par contre, là où BM a encore fait très fort, c'est qu'ils ont vraiment travaillé avec leur programme Efficiency Dynamics. Depuis des années, ils nous ont habitués à avoir des moteurs très puissants avec des émissions de CO2 pour le moins réduites. Et là où le malus était facturé à 8 000 euros, c'est-à-dire je parle la version équivalente sur un 50D, aujourd'hui c'est tombé à 2 200 euros. Donc le gain est considérable. Donc non, BM propose effectivement des autos qui ne sont pas neutres, en tout cas en termes de malus, puisque tous les modèles sont malusés, mais ça reste néanmoins 381 chevaux, un engin qui est imposant. N'oublions pas que les malus sont calculés sur la puissance, mais aussi sur l'emprise au sol, sur les rapports de boîte, sur plein de choses, différents critères. Et aujourd'hui, passer à 2 200 euros, alors que certains 4x4 traditionnels sont eux rejetés dans la catégorie des 8 000. Je crois que non. Et puis bon, chez BM, quand on vend une voiture à 100 000 euros, je pense que le client n'est pas forcément à 2 200 euros près, et le concessionnaire non plus. Donc ça peut faire partie du petit geste commercial. On va changer de registre, on va passer sur le circuit avec Driss, une course amateur mais sérieuse quand même. Mais une vraie course, oui, qui est sanctionnée par la fédération la française de sport automobile, voilà. La FFSA, absolument. Donc ça s'appelle l'Audi Endurance Experience. C'est une course ouverte à tout le monde. Donc au possesseur de Audi. Il faut avoir une carte grise Audi, peu importe son âge et le type de voiture, mais voilà. Donc, voilà, mais en tout cas pas besoin d'être pilote professionnel. Donc il y a un site web dédié myAudi.fr où on peut s'inscrire effectivement. Voilà, exactement. Et alors, en fait, on se retrouve dans les conditions exactes d'une course automobile. Donc totalement, on porte la combinaison ignifuge. On s'y croit réellement. Donc c'est une course en 3 manches. 3 manches, donc comme le nom l'indique, endurance, ce qui veut donc dire qu'on n'est pas à fond tout le temps, parce qu'il y a toute une gestion du carburant, gestion des consommables, à savoir les freins, les pneus également, étant donné qu'on peut être pénalisé si on change 5 minutes, je crois, lorsqu'on change les pneus. Et voilà, bon, c'est vraiment une expérience à vivre. On s'y croirait. On y a tous participé, sauf Vincent, je crois, pour le moment, il n'a pas encore participé à la nouvelle version. Laurent, tu y étais. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de l'Audi Endurance Experience ? Ah là, vous prêchez un convaincu là. Donc, alors Vincent, il va pas tarder à y goûter, je crois. Si ma mémoire est bonne, on a eu l'occasion d'en parler. Donc effectivement, on a eu la chance de faire ce premier meeting de la nouvelle saison, qui est la quatrième saison. C'était à Manicourt. Audi a revu intégralement sa formule, à savoir qu'avant les courses de qualification se déroulaient sur une unique course d'une durée de 3 heures, avec des Audi A1, 2 roues motrices, donc avec le petit 1400 TFSI de 185 chevaux. Aujourd'hui, ils sont passés à l'Audi A3 en version donc TFSI 180 chevaux et 4 roues motrices. Alors c'est un choix aussi de marketing, parce qu'oublions pas que c'est un événement qui est d'abord dédié à leurs clients et à la communauté Audi. Nous, on a la chance en tant que journaliste d'être invités à y participer sur la voiture presse et avec un certain succès. On voit d'ailleurs sur les images où on a eu la joie de monter sur la plus haute marche du podium et surtout de se faire plaisir durant, j'avais calculé 12h30 au final, entre les 3 fois 3 heures de course et les 3h30 d'essai. Moi, c'est une formule qui m'emballe beaucoup. J'ai mon expérience en compétition, que ce soit en rallye ou en circuit. Et il y avait longtemps, j'avais ça me manquait un peu, cette notion de course d'endurance où il y a un vrai côté camaraderie, où on est dépendants les uns des autres, parce qu'une boulette d'un des pilotes sanctionne automatiquement les autres. Alors c'est le propre de la course d'endurance, on est à plusieurs, mais ça l'est encore plus parce que là on est un équipage à 5, donc les possibilités de fauter et de faire une petite boulette sont nombreuses. Non, toute la formule est très sympa, la voiture est très agréable à conduire, ultra performante. Alors c'est vrai que c'est rassurant avec la transmission quattro. Ensuite, Audi a su mettre un bel emballage au paquet cadeau, comme c'est une opération d'abord de marketing dédiée à des clients Audi. On peut pas les décevoir, il faut que la prestation soit haut de gamme. Donc la voiture est haut de gamme, la prestation dans son ensemble est haut de gamme. Tu le disais très bien, on
on revêt l'habit de lumière qui est la combinaison aux 4 anneaux, comme un pilote professionnel, comme pourrait le faire Tom Christensen aux 24 heures du Mans. Donc tout ça, c'est un petit peu magique. On est plongé dans leur magie, dans leur univers durant 2 jours. Et c'est ce qui rend le truc totalement hallucinant. En fait, il manque une chose, il manque le public, parce que finalement, il y a même le speaker qui travaille de façon ininterrompue pendant 12h30 et on se dit qu'il manque 30 000 personnes dans les tribunes et pour un peu on serait quasiment à 24 heures du Mans. Donc non c'est un truc vraiment génial. Moi j'ai apprécié et je vous dis j'ai vraiment apprécié en plus avec le recul que j'ai de mon expérience de pilote de différentes courses auxquelles j'ai pu participer et vraiment je trouve ça très très plaisant et surtout c'est cette notion de partage qu'on a pu avoir tous les 5 qui était vraiment sympa. Alors on a vu là quelques images de la voiture. Alors là, je précise pour nos téléspectateurs que la prochaine session c'est ce week-end, 13-14 novembre au circuit Bugatti du Mans. La 3e manche qualificative c'est les 5 et 6 décembre au Castellet. Et alors après ça, les meilleurs de chaque manche qualificative iront en finale sur un circuit de glace. On ne sait pas encore trop quelle sera la formule parce que je pense qu'il n'est pas question de faire tourner des voitures pendant 24 heures sur de la glace, mais ça risque d'être assez amusant. Vincent, toi, c'est pour bientôt, hein, si on a bien compris. Oui, moi je suis inscrit sur la date de décembre au Paul Ricard, puisque ça fait la 3e fois qu'on le fera avec Audi, puisqu'on avait gagné la manche de qualification l'année dernière et on avait fait participer à la finale de 24 heures. Mais surtout, moi ce que je retiens, c'est l'effort d'Audi pour travailler dans la passion automobile, dans le sport, qui est aujourd'hui excessivement tabou dans la bouche de plein de gens. Et on a quelques regrets en voyant le succès de cette formule, le sourire des gens quand ils descendent des voitures. C'est qu'on a un constructeur comme Renault qui a une formidable division Renault Sport sur ses Clio, sur ses Mégane, qui ne fait absolument rien, par exemple, dans ce cadre-là, ou même Peugeot, hein, qui aurait aussi tout à fait vocation avec ses GTI à le faire. Et il faut que ce soit un constructeur allemand qui vienne nous le faire en France, alors qu'on aurait des gens légitimes pour le faire. Mais je crois que surtout, oui, ça illustre la passion d'Audi pour le sport et la formidable fête que peut être l'automobile. L'automobile, ce n'est pas que salir quelque chose, c'est aussi beaucoup de plaisir dans le cadre et quand c'est bien fait. On a tous la banane, hein, Driss, quand on sort de ces voitures. Alors, la chose qui impressionne peut-être le plus, c'est qu'avec cette nouvelle formule, la première course se déroule de nuit. Hein, donc on prend ses repères sur le circuit 2 jours et la première course se fait de nuit. C'est quelque chose. Hein. C'est impressionnant, d'autant plus quand on s'arrête au stand et qu'on voit le disque qui est carrément incandescent. Donc on est vraiment dans des conditions de course. Les voitures se frottent. Hein. Parfois il y a des petits. C'est une vraie course. On peut voir des images d'ambiance de nuit où effectivement on voit ces disques rougis par le freinage, les techniciens qui s'en brûlent les doigts. C'est assez impressionnant. Et donc la première course de nuit, c'est vrai que là pour le coup on a plus le droit de se lâcher, on roule vite étant donné qu'on va pouvoir changer après cette course les pneumatiques et les freins. En revanche le lendemain c'est là que ça devient un peu plus technique étant donné que si on est à fond tout du long on se met à consommer et si on doit changer un pneu par exemple c'est 5 minutes de pénalité, les plaquettes 5 minutes et de là on peut carrément perdre la course. Voilà, donc je vous rappelle, client Audi, cette promotion, c'est pas une promotion, mais ce type de course vous est ouverte, il faut s'inscrire. Ensuite, s'il y a trop de participants, il y a un tirage au sort qui se fait. Messieurs, je vous remercie d'être restés avec nous pendant cette heure. Merci à Laurent d'avoir tout fait pour nous rejoindre, pour parler, comme d'habitude, avec passion de ces voitures et de la compétition. Driss, on se retrouve dans 15 jours. Oui, dans 15 jours, on va avoir pas mal de nouvelles choses encore. Et merci à Benjamin derrière la vitre et puis surtout merci à vous de nous avoir suivis. Les programmes continuent sur Watch. Salut à tous.